Merci de prendre place. Please come back to your seats. We will start our last session. Bonjour, donc je vais parler en français. Pour cette dernière session, et pour clôturer cette conférence que je pense qui a été un espace merveilleux de réflexion, d'échange, peut-être des contradictions, mais importantes pour nous tous. Merci à vous, j'en ai appris énormément. Merci de votre participation active. Et on commence cette session par les conclusions de nos ateliers, qui ne seront pas des synthèses longues de ce qui a été discuté avec une grande richesse d'échange, mais quelques idées pour l'avenir. C'est important de penser à qu'est-ce que nous, citoyens engagés avec l'avenir de l'Europe, pouvons faire. Où sont nos espaces de réflexion, d'utopie, d'action? Et c'est ça que je vais demander à nos rapporteurs. Qu'est-ce que, de tous les débats qu'on a eus, de toutes les présentations, qu'est-ce que peuvent être quelques lignes importantes pour nous, quelques synthèses que nous allons retenir de cet effort collectif que nous avons fait pendant ces 12 jours. Donc, je commence par Diane. Merci, Diane. Merci, Gilda. C'est toujours difficile pour un juriste de parler d'utopie, mais je vais essayer d'être fidèle aux conclusions de l'atelier sur les droits humains, le respect des droits humains et la pauvreté. 2 questions ont été discutées. La première d'entre elles portait sur un constat. Comment les droits qui sont reconnus universellement sont-ils effectivement mis en œuvre lorsque leurs titulaires sont des personnes en situation de pauvreté? Et la deuxième question portait sur le point de savoir si le droit et les droits humains peuvent être des instruments de lutte contre la pauvreté. Alors sur le premier point, la question de savoir si les droits sont véritablement universels, nous sommes tous partis du constat que, a priori, dans les textes, effectivement, les droits fondamentaux sont reconnus universellement à tous. Et si, par exemple, on part de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 2, elle dispose que les droits sont reconnus à tous, sans distinction de race, de couleur de peau, de genre ou d'origine sociale et de fortune. Et cette question de l'origine sociale et de la fortune est expressément mentionnée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais indépendamment de cela, effectivement, la pauvreté est dans les faits constitutive d'une violation des droits fondamentaux. Et cela, tous les intervenants de l'atelier, dont je profite de l'occasion pour les remercier très sincèrement de l'intensité de leur communication, tous les intervenants de l'atelier ont clairement montré qu'il y avait un lien très fort entre pauvreté, discrimination et violation des droits fondamentaux. D'abord, la pauvreté expose à des discriminations parce que l'origine sociale, la fortune, est un motif de discrimination dans la vie quotidienne, et ensuite parce que les discriminations peuvent conduire à la pauvreté. Il y a donc un cercle vicieux entre pauvreté et discrimination qui a été souligné. Et le résultat de ce cercle vicieux, le résultat de ce lien entre pauvreté et discrimination, est le fait que la pauvreté aboutit à une violation durable, une violation répétée des droits fondamentaux
Et les quelques exemples que nous avons mis en exergue, à savoir la situation des Roms en Europe ou la situation des personnes sans abri, la situation des sans domicile fixe, ont été particulièrement soulignés. Mais il y a un autre point qui a été souligné, c'est que très souvent, les violations des droits fondamentaux proviennent de la pauvreté, mais également des politiques sociales elles-mêmes. Les politiques sociales mises en place par les institutions sociales peuvent avoir pour effet d'entraîner une violation des droits fondamentaux parce que, par exemple, elles mettent des conditions d'accès aux prestations sociales trop élevées pour que les bénéficiaires puissent effectivement avoir accès à ces prestations sociales, parce que les prestations sociales, par peur d'être trop généreuses, par peur de créer des appels d'air, le mot a été employé, peuvent avoir pour effet de restreindre la portée de leur impact, parce que également les politiques sociales peuvent aboutir à créer des catégorisations, à assigner les individus, les bénéficiaires de ces prestations à des catégories qui sont souvent marginalisées, qui sont des catégories de seconde zone. Bref, parce que les politiques sociales se transforment parfois en police sociale. Et je cite là un des intervenants de l'atelier d'hier. Alors, dans ce contexte, le droit peut apporter des éléments de réponse, et cela a été souligné par tous les intervenants, et notamment, comme le reconnaît expressément la Charte sociale européenne, son article 30, parce que la protection contre la pauvreté est un droit. L'article 30 de la Charte sociale européenne stipule que la protection contre la pauvreté est un droit de chacun en Europe. Alors, même si pour le moment, par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme hésite à reconnaître un droit à être protégé contre la pauvreté, il ne faut pas s'attarder sur ce bilan. Il y a un acquis européen, et cet acquis européen est que la protection contre la pauvreté est un droit et que la lutte contre la pauvreté est une obligation juridique des pouvoirs publics. La lutte contre la pauvreté est une obligation juridique des pouvoirs publics. Il ne s'agit pas d'empathie, il ne s'agit pas de charité, il s'agit d'une obligation juridique. Alors, dans ce contexte, et c'est le deuxième point qui a été souligné hier, dans ce contexte, le droit peut effectivement être un instrument de lutte contre la pauvreté. Et nous l'avons montré à travers différentes interventions. Par exemple, le programme européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms en Europe, programme qui doit s'échelonner jusqu'à 2020 et qui montre que même si les politiques sociales ne font pas partie des compétences communautaires pour le moment, eh bien, des avancées peuvent être obtenues en se plaçant sur le terrain de la lutte contre les discriminations. De même, un certain nombre de mécanismes européens existent qui permettent d'obtenir, d'espérer certaines avancées, par exemple la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ou encore le mécanisme des réclamations collectives devant la Charte sociale européenne et le Comité européen des droits sociaux. Ceci peut aboutir à des solutions de principe en Europe, à l'échelle européenne et à l'échelle notamment du Conseil de l'Europe, qui ensuite peuvent être revendiquées, peuvent être soulevées devant les juges nationaux et devant les instances nationales des pays membres. Alors, bien évidemment, pour obtenir un tel résultat, tous les intervenants ont souligné la nécessité d'une mobilisation individuelle, d'une mobilisation politique. Nous avons besoin d'avocats, nous avons besoin de citoyens pour instaurer un rapport de force, parce que sans mobilisation, il n'y a pas d'avancée juridique, sans mobilisation politique, sans mobilisation sociale, il n'y a pas de progrès en droit possible. Le droit est très certainement un outil efficace de lutte contre la pauvreté, à condition que cet outil soit manié par des artisans adéquats pour utiliser cet outil. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour cette excellente synthèse, mais aussi prospective de pourquoi s'engager avec les droits
dans la lutte contre la pauvreté. Je te remercie énormément d'avoir aussi porté au sein de notre débat cette idée forte que la pauvreté est une violation répétée, qui donne lieu à une violation répétée des droits fondamentaux au sein du Conseil de l'Europe, on dirait civils, politiques et sociaux. Merci beaucoup. Donc, Dirk. Good afternoon. I briefly report on the workshop on how can the voices of people experiencing poverty influence democratic processes. The aim of this workshop was to explore the relationships between universal human rights and democratic processes on the one hand, and continuing poverty and social inequality on the other. It addressed the central question how this apparent paradox can be resolved. In so doing, it took a view from below by bringing together representatives of groups who belong to those most affected by poverty, marginalization, and discrimination in various ways. This meant in greater detail how can the voices of the poor and affected minorities be made more effective? How can various groups learn from each other in mobilizing their members and gaining outside support? Which forms of collective action are most effective obtaining broader social and political recognition? How can the new social media be used for this purpose? Do we need more direct forms of political participation and democracy? How can these be reconciled with the existing representative institutions at different levels, the local, the regional, the national, and the European one? Well, such were the questions which were raised and about which we shared different views and perspectives. On the panel, these were presented by Ternura Rojas of the Indignados movement in Spain, emphasizing the plight of the most affected by the recent crisis, by Geto Flavia of the All-African Women's Group and Crystal Amis of the Black Women's Rape Action Project, two self-help organizations in the United Kingdom which are concerned with the difficult situation of migrants and the exploitation and abuse of women in particular. We then had Rune Kanstrup from the Council of Marginalized People in Copenhagen, showing that even in presumably affluent welfare states like Denmark, there are severe problems of poverty and marginalization as well. Ilona Tomova from the Bulgarian Academy of Sciences highlighted the discrimination of a specific minority, the Roma, both in her own country and in the Czech Republic, where her studies could show that even with well-meaning European Union programs, there were serious consequences and unintended consequences which were to the detriment of the targeted group rather than to their benefit. Finally, Dominique Béchet from the Action Carmonde in France emphasized the global aspects of the problems discussed beyond the European situation. Altogether, these were very vivid and impressive accounts showing the great diversity of experiences and efforts to organize those most effective in order to give them a voice in articulating and overcoming their plight. In this respect, there were also some signs of hope. It could be shown that some specific local initiatives, like, for example, special municipal centers in Denmark, or persons involved like mayors in some places or individual MPs in London,
had been instrumental in alleviating the situation. Similarly, advocacy groups, as in Spain, have become active in support of those who are most affected. Even more important were the organizational efforts of the groups themselves and the networking which can be achieved by the cooperation of groups with similar interests and aims. In this respect, certainly, the voices have become louder and in some cases more effective. Not least, I think, this conference itself can be an important voice and amplifier in this respect. It remains to be seen, however, how all these voices can be taken into account much better in our existing democratic and judicial institutions. Thank you. Dirk, merci beaucoup. Merci d'avoir apporté pour vous tous la diversité des voix qu'il y avait dans cet atelier, des indignados jusqu'aux associations de self-aide, de self-défense, et comment la structuration de ces voix à l'intérieur de notre espace démocratique sont d'une importance vitale et comment nous avons l'obligation de faciliter l'émergence de ces espaces et aussi, pourquoi pas, de les donner de la légitimité d'exister. Merci. Faïza. Thank you. So I had the pleasure of chairing the session called Who Pays and Who Benefits from the Crisis? We had representatives from France, Ukraine, Greece, Belgium, and Portugal, and myself from the UK. And we had accounts of what is happening in those countries, the impacts, both quantitative accounts looking at data and qualitative accounts of what is happening on the ground. I guess the very obvious answer to the question of who pays and who benefits from the crisis is, of course, across those countries, we saw that the poorest groups and the middle, actually, were seeing stagnations in their income, if not falls. And for others who are less affected by the crisis, of course, we've still seen increases in wages and incomes at the very top of the income spectrum. So these were very interesting presentations, quite troubling in ways, and they did really highlight the need for action, the need for change. Now, some will be wary of a one-size-fits-all type policy. These are countries in different places and different states that are being affected by austerity, for instance, in different ways. Despite this, there are three key areas where there were common overlap. The first is increasing poverty, increasing inequality. So across Europe and European countries, we've seen that to different extents. Secondly, is for those countries that have had austerity applied, so quite harsh austerity, especially in Greece and Portugal. You see that austerity is not working even on its own terms. So austerity, we know, is impacting on the poor, it's affecting our welfare states, but it's also not working in that it's not helping governments to grow, economies to grow, it's not helping governments to pay back debt. And the other aspect was around the dismantling of welfare nets. So I wanted to reflect on 4 areas of policy that we discussed. We had a very lively discussion, and I have to say there wasn't complete agreement, but there were some fundamental themes. The first was on the issue of austerity. I took a poll in the room as to who thinks that austerity needs to end. And it was a mixed result. So about a third to a half agreed that the cuts need to end. But of course that differs for some countries. So we did hear our speaker from Greece and from Portugal talk about the need for cuts to end there because of the realities, the harsh realities that it's imposing. And while we spoke about the need to end the cuts, we also spoke about the need to potentially cancel debt, which is something that came up today with our speaker from Iceland.
Secondly was a discussion on tax, and that was especially led by our French speaker. And there was a debate there about who should contribute and by how much. And there was also a debate about how far tax is the panacea, how far it is the answer for our problems, how far it can, if we do tax the rich more, how far will that tackle our public debt problem. So there was a question that whilst a progressive tax system is fundamental, and many countries do not have progressive tax systems right now, there's a question of how far that policy on its own can solve the issues, the crisis that we face. Thirdly was around addressing the structural issues in the economy, and this was a particularly interesting discussion about the need to tackle the woes of capitalism. So where we have excessive profits, where we have a financial system that is under-regulated, really tackling the problem at root, so looking at our economic system and thinking about what needs to happen there. And this is where potentially some of the ideas around the commons could fit in. Finally, there was a discussion about the need to build solidarity. And that can be harder to say, it can be harder to have specific policies under that heading. But if you think about perhaps some of the minimum income standards, the need to build strong welfare states, and the way our rhetoric promotes this idea of the workless. In the UK, we have this, the skivers versus the strivers, the people that work who strive and everyone else who strives. So these types of rhetorics that need to be broken down, that need to be dismissed. So those were the 4 areas, and there is a particular overlap between the 4 and with other speeches today. Thank you. Faisal. Merci beaucoup. C'était un excellent workshop et je pense que ça a placé des problèmes qui sont extrêmement importants, y compris pour la défense de l'intégrité des droits et de nos démocraties. Comment on envisage la discussion sur l'austérité, les impôts, les problèmes et les questions structurelles de nos sociétés et la construction de la solidarité. Merci beaucoup. Je passe donc aux synthèses des ateliers de cet après-midi et je vais d'abord donner la parole à Yannick. Ok, merci. Merci beaucoup, Gilda. Je vais profiter du privilège de pouvoir parler français. Mes excuses aux non-francophones. Je devais modérer, j'avais la difficile tâche de modérer le débat sur le revenu de base et l'accès aux ressources financières, donc un panel qui a été très divers et très riche. Et c'est évidemment difficile de le résumer, d'autant qu'on a eu peu de temps pour le faire. Je pense que peut-être le seul point commun, celui qui a réuni à la fois les panélistes et puis l'essentiel du public, c'est sans doute l'idée qui a été exprimée par l'un des intervenants, Jean-Paul Brasseur, l'idée qu'il a exprimée de la façon suivante: maintenir le modèle actuel, c'est préparer sa faillite. Et donc l'idée qu'il faut prendre une autre voie, mais il faut bien admettre qu'il y avait entre nous un désaccord sur les sources de la faillite et puis un désaccord au moins partiel sur les solutions. Donc, ce que je ferai ici, c'est une sélection un petit peu subjective des éléments qui me semblent les plus importants, les plus significatifs et bien sûr le plus brièvement possible. Alors ce qui a été au cœur des débats, évidemment, comme alternative à ce modèle en faillite, c'est cette idée de revenu de base, d'allocation universelle, de revenu de citoyenneté, qui est donc l'idée d'octroyer un revenu à chacun de façon inconditionnelle, pas de contrôle de ressources, pas d'exigence de contrepartie, et individuelle. On en a parlé à plusieurs reprises, y compris dans la session plénière ce matin. Cette idée, il faut le rappeler, est aussi est discutée un peu partout en Europe aujourd'hui, certainement dans les pays en crise, comme l'Italie et l'Espagne. Les Espagnols sont très actifs dans le débat sur le revenu de base, mais aussi, paradoxalement peut-être, en Allemagne et en Suisse, 2 pays qui sont plutôt épargnés par la crise économique pour l'instant. Alors je traiterai de notre débat simplement en 2 points.
d'une part, la question du lien entre cette allocation universelle et le revenu minimum et le salaire minimum, qui a été traité longuement par notre panel, et puis la question plus générale du contexte difficile qui fait que certains semblent vraiment douter du caractère réaliste de cette proposition. Donc, premier point, la question de la garantie de revenu. Quel lien entre une garantie de revenu qui est le salaire minimum, une autre garantie de revenu qui est le revenu minimum, et puis cette idée d'allocation universelle. Alors, le revenu minimum est un revenu conditionnel, ciblé, il est sous contrôle de ressources, ciblé sur les plus pauvres. Et il a été très brièvement seulement discuté dans nos débats par le biais d'une question qui a été posée plutôt vers la fin d'ailleurs aux panélistes par M. Farrell du réseau européen anti-pauvreté. Et il me semble important de le rappeler, il ne faut pas oublier quand on discute de la proposition d'allocation universelle, de revenu de base, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de revenu minimum conditionnel partout en Europe. Il y a encore des pays comme l'Italie et la Grèce qui n'ont pas de revenu minimum aujourd'hui. Et d'autre part, le fait que, c'est souvent souligné par EAPN, que tous les revenus minimums dans l'Union européenne en tout cas sont en dessous du seuil de pauvreté et donc sont inadéquats pour couvrir les besoins fondamentaux. Donc cette question du revenu minimum ne doit évidemment pas être perdue de vue quand on discute du revenu de base. La deuxième chose, c'est la question du salaire minimum. Cette rémunération minimale qui est réservée bien sûr aux salariés, aux travailleurs, parfois par le biais de la loi, parfois par le biais de conventions collectives. Alors c'est un instrument très important de lutte contre la pauvreté, bien sûr. C'est aussi un instrument de réduction des inégalités, de réduction des disparités de revenus. Christine Alsos, qui était l'une des panélistes, nous a rappelé ainsi qu'il y avait une discussion importante en Europe aujourd'hui sur l'idée d'introduire un salaire minimum au niveau européen, et que donc l'une des pistes de réflexion serait d'introduire un salaire minimum à 60% du salaire national médian dans chacun des pays européens. 60% du salaire national médian, c'est déjà un énorme défi puisqu'aujourd'hui, seul le salaire minimum français atteint ce seuil de 60% du salaire médian, du salaire français médian en l'occurrence. Une autre option qui n'a pas été discutée, mais qui peut lier les deux premières thématiques qu'on a traitées, dont je parle ici, c'est éventuellement de lier le salaire minimum au revenu minimum. On peut imaginer, comme c'est le cas dans certains pays, comme les Pays-Bas, que le salaire minimum soit nécessairement un pourcentage, que le revenu minimum soit nécessairement un pourcentage du salaire minimum. Par exemple, 70%. Que le revenu minimum doivent nécessairement être liés au salaire minimum. C'est très important. Pourquoi? Parce que cela implique que toute négociation, en particulier via les syndicats, sur une hausse du salaire minimum aura des répercussions sur le revenu minimum et donc les négociations des insiders auront des répercussions sur les outsiders, comme disent nos amis économistes. L'allocation universelle alors, est-ce que ce serait une étape qui suivrait l'instauration du revenu minimum partout, du salaire minimum européen? Est-ce que ce serait vraiment un point culminant de l'État social? On n'a pas vraiment tranché sur cette question. Des tas d'avantages de l'allocation universelle du revenu de base qui n'ont pas été traités directement. Mais plusieurs panélistes, plusieurs intervenants dans la salle ont insisté sur le défi du lien précisément avec l'emploi et avec le salaire minimum. Il y a évidemment la question de savoir comment s'assurer qu'avec un revenu de base, les gens vont continuer à travailler. Une inquiétude exprimée aussi qui était une éventuelle pression à la baisse sur les salaires. Les employeurs, sachant que vous bénéficiez d'un revenu de base, aurait intérêt à baisser les salaires en disant vous compléterez votre salaire avec votre revenu versé par l'État. On n'a pas directement évoqué le contre-argument qui pourrait consister à dire au contraire le fait que je bénéficie d'une garantie inconditionnelle au revenu me permet de faire une pression à la hausse sur mon salaire et mes conditions de travail. La question aussi de l'inquiétude par rapport à la migration interne
ce que les économistes appellent les welfare magnets, le fait que si un pays introduit un revenu de base, eh bien, il y aura une migration interne et des citoyens d'autres pays de l'Union européenne, en particulier dans le cadre de l'Union, essaieront de venir s'y installer pour bénéficier de la garantie. Et enfin, le lien avec l'emploi aussi qui a été discuté, c'est l'idée que l'allocation universelle, le revenu de base, permettrait de sortir d'une focalisation trop importante de nos sociétés sur l'emploi, de nos droits sociaux qui sont liés à l'emploi. Plusieurs personnes, une personne dans le public a posé la question notamment des activités non marchandes, des activités qui ne sont pas directement productives au sens économique, et bien sûr aussi la question qui a été soulevée du travail dit reproductif, du travail domestique effectué massivement par les femmes. Le revenu de base pourrait-il être éventuellement une forme de reconnaissance de ces activités hors marché? Alors je termine à propos de l'autre aspect du débat qui a été cette question du contexte difficile. Toute une série d'éléments du contexte ont été rappelés et nous invitent certainement à bien garder à l'esprit que ce revenu de base ne peut pas être une solution miracle et qu'il y a des tas de paramètres à prendre en compte. Le seul revenu de base qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est en Alaska aux États-Unis et il est financé par le pétrole, par les ressources pétrolières. Alors évidemment, dans l'Union européenne, en Europe, de façon plus générale, difficile, sauf peut-être en Norvège, mais notre intervenante norvégienne n'a pas semblé sensible à cet argument. Donc, on ne devra pas recourir au pétrole, mais à la taxation. Et cette question de la taxation a été au cœur de la première intervention de James Henry, qui nous a rejoints par vidéoconférence depuis les États-Unis. Il était 4 heures du matin chez lui. Et il a attiré notre attention sur le problème majeur de l'évasion fiscale. Des chiffres très impressionnants indiquant le fait que cette évasion fiscale est devenue une industrie qui bénéficie surtout aux firmes transnationales aidées par les banques, ces mêmes banques qui ont bénéficié des plans de sauvetage des gouvernements. Et donc il y a là un véritable danger parce que financer de nouvelles politiques sociales, de nouvelles interventions sociales comme le revenu de base, avec cette industrie de l'évasion fiscale, pourrait avoir pour conséquence que nous allons à nouveau taxer le travail, qui lui est beaucoup moins mobile, surtaxer le travail comme il l'est déjà. Or, plusieurs intervenants, en particulier Jean-Paul Brasseur, ont insisté sur l'idée qu'il fallait au contraire détaxer le travail, notamment, par exemple, en finançant une allocation, un revenu de base par la TVA. Donc cette question du contexte mondial de l'évasion fiscale était vraiment présente. L'une des personnes dans le public a notamment évoqué l'idée qu'il fallait vraiment défendre l'idée d'une citoyenneté mondiale qui permettrait l'accès aux ressources, notamment aux ressources alimentaires. Alors j'en ai presque terminé. Parmi les autres problèmes soulevés, il y a eu évidemment la question, en termes d'accès aux ressources, du surendettement, qui croît en Europe, partout, en raison de la hausse, bien sûr, du recours au crédit. Là, c'était M. Bernard Bayot qui a insisté sur ce point. M. Dubois a insisté sur l'incapacité chronique d'une partie importante de nos populations à payer les factures d'électricité, factures d'eau, donc un problème d'accès aux services. Roberto Musac a aussi évoqué cette idée de l'accès aux services éducatifs, aide à l'accès aux services bancaires. Donc toutes ces questions-là ne peuvent pas être résolues simplement avec une allocation universelle. Donc vous voyez qu'en gros, dans notre panel, comme dans d'autres sans doute, il y avait quelque part une tension peut-être entre des réformistes et des révolutionnaires. Des réformistes qui pensent qu'il faut d'abord et avant tout renforcer l'existant, le revenu minimum, le salaire minimum, l'accès aux services, la question de l'épargne, et puis des révolutionnaires utopistes qui estiment qu'il faut aller plus loin et qui peut-être nous indiquent la direction dans laquelle il faut aller pour mieux combiner la liberté et l'égalité. Donc des pragmatiques et d'autres qui le sont moins, la question étant de savoir s'il y a un lien possible entre les deux. Et pour conclure, je dirais que peut-être l'une des propositions qui pourrait les réconcilier, c'est cette idée qui est évoquée aujourd'hui un peu partout en Europe, notamment dans le monde académique, d'une étape plus modeste qui serait une allocation familiale européenne, donc un revenu de base européen, mais pour les enfants. Vous savez que le défi de la pauvreté des enfants est énorme en Europe
et qui permettrait d'évacuer toute une série de questions sur ces effets pervers, sur l'emploi, sur le salaire minimum, etc. Donc commencer de façon modeste pour réconcilier les révolutionnaires et les réformistes. Merci beaucoup, Yannick. Je pense que pour vous tous et pour moi, était extrêmement intéressante. Je dois en ajouter que la confiance dans nos institutions démocratiques de la part des citoyens dépend énormément de ce type de débat. Je passe donc la parole à Tommaso. Thanks, Gilda. I was the moderator of the workshop on the common pooling of resources. Just a short premise. During the conference, we discussed a lot about the dark side of the present time. So apparently, we are immersed in the triumph of individualism, competition, which is often accompanied by an explicit claim for a type of ethics of inequality. Since decades, we are witnessing the privatization and commodification of services, of resources, which is also a process of exclusion and increasing polarization of wealth. And we will know that in time of austerity, all these result in heavy impoverishment of larger strata of the population. And moreover, besides the forms of the traditional material poverty or economic poverty, I mean, beyond no access or limited access to essential goods and services, house, food, water, health services, education, and so on, new forms of poverty arise, such as relational poverty or time poverty. And relationships and time are essential elements of our well-being, of our happiness. So, however, we are witnessing also an opposite phenomenon, a commons renaissance, the boom of several self-organized experiences of sharing, of common pooling of resources, alternative local exchange trading mechanisms, of course, especially in countries or areas more severely hit by the crisis and by the austerity measures. One thinks of Greece, where free exchange markets are exploding, self-organized experiences of sharing goods and skills, collective reuse of abandoned resources. Yesterday it was about a medicines project. At the origin of these projects, there are both, first, the necessity to resolve material problems collectively, and second, the desire to construct ties and relationships. And it's about the relational poverty. These projects aim to build an inclusive society and to fight against social inequalities and marginalization. And our workshop was explicitly focused on this, that I call bright side of the present time, on concrete existing experiences born within movements, associations, civil society, experiences of sharing resources, be material resources or non-material resources, and experiences of connecting people. I mean, experiences of connecting people by sharing time, by sharing skills, by sharing goods. The resources which are shared differ a lot among themselves. A urban garden and its fruits, time in a time bank, skills, land, as in the example of the community land trust, and so on. And while sharing or while exchanging goods in a non-market way, in a local exchange trading system, within a mutual framework, at the same time, people are building inclusive communities. So sharing and building inclusive communities are two sides of the same coin, two interconnected elements of the same process.
I can't report in details the 5 very interesting experiences that we have discussed in the workshop, but the papers of the speakers are all available, and I also going to write a sort of detailed report of everything. But in all the experiences presented, we have seen several common elements, namely cooperative actions with a democratic governance, so new form of democracy, so a shift of power to the local dimension, grassroots forms of self-government. Cooperative actions aimed at inclusion and at combating exclusion. Alternatives to market logic, which aim at the construction of ties and loyal communities, which introduce self-organized, self-managed solutions to concrete problems, which aim to give fair access or construct fair exchange of material and non-material resources. So, finally, what to do? Of course, first of all, the proposal for the future is to generalize such experiences. I mean, multiplying them, always on a local scale. Local exchange system must be local in order to work. Also, time banking constructs person-to-person relations in a specific area. The same is valid for urban gardening, or for the community land trust, or for a think tank from below as the Osservatorio Metropolitano. But the possibility to disseminate these experiences, these and other similar practices, depends also, I would say, on the will of public authorities to recognize and to value these experiences. I mean, to provide ad hoc legal instruments, to provide adequate financial means until they can develop themselves. And of course, it's a process that starts from below, from the people. So we have also together to build a new legal framework for the commons. This is also an important part of the guide. Commons and commoning must have a constitutional protection. That was mentioned also in the morning session today. So in conclusion, the self-organization of similar projects must not be instrumental in promoting the definitive destruction of welfare and the cuts in social spending. This is a crucial point. So today, unfortunately, public institutions at every level are promoting privatization of public patrimony, of services. Somehow they are destroying the commons. So it is therefore necessary to rethink deeply the role of public institutions. So it's necessary to democratize democracy, and the public institutions. This is the reappropriation of public institutions. So in this framework, forms of public commons partnership and ad hoc public funds are necessary to support the common pooling of resources and services. Thank you. Merci beaucoup, Tommaso, pour la synthèse de cet atelier extrêmement intéressant et qui porte, comme Tommaso nous a dit au début de sa présentation, sur les aspects lumineux de notre aujourd'hui et de notre avenir. Merci beaucoup. Maria. Thank you. I was moderating the workshop on avoiding waste and making resources available. At the workshop, we have seen there were presented many interesting examples of organizations that try to counteract the waste that are produced by our society and to link them with the fight against poverty. We have review examples of abandoned buildings that are everywhere in
Europe, useless computers that could be used, wasted materials and medicines, and redundant people. These presentations are extremely interesting and they are available, so I think it will be very interesting for everyone to see how these organizations manage to tackle with the problem. In the presentations and in the lively discussion that we have after that, we could trace different proposals that could be summarized in 5 types or 5 items, and I'm going now to present these proposals that could be derived from our workshop. The first of these proposals is connected with the necessity to recognize the paradox that in our crisis-full societies, with growing poverty rates and intensive impoverishment of middle class, we are simultaneously generating waste and redundancy of all types of resources: material, technical, human, social, cognitive, etc. To recognize means to identify waste and redundancy, to locate resources and produce maps. Because, as they say, to identify the problem is half of the solution. The second type or item that could be derived from the discussion is to educate and raise public awareness that producing waste and redundancy is not a spontaneous process, neither it's a natural order. There is something wrong. It is produced with misleading decision taken. In this awareness raising, we have said at the workshop that it's good to start with ourselves, but it's good then to continue, not to stop with ourselves. And maybe some groups deserve special attention in this education and raise public awareness process. One such group are children and young people, to be socialized with the idea that waste is wrong, especially in a situation where there are people starving and deprived of resources. And perhaps another very important group are decision makers, politicians at different levels, who have to understand that they have responsibility for this state of affairs, for the waste of resources. It is among their obligations to take measures against waste. In such activities, organizations that were present at the workshops and many other organizations in Europe are ready to provide pedagogical and educational support against generating waste. The third type, or third item, is the one, it's in the guide as well, to develop strategy to reuse and share discarded or abandoned resources, particularly to enable access to them by those in need and to provide public spaces for such initiatives. By the way, such activities could provide working places as well, if and only if they are recognized as producing social value. Of course, this third item or type is follow-up activities in societies that do generate waste. So we need another class of actions as well. We need preventive action, not to actions, not to generate waste. For this, we have
several proposals. First, to provide stimuli to produce materials that could be reused and recycled and long-term goods. Second, to try and think about enlightened introduction of taxes on waste following the waster pays principle in order to make enterprises to redistribute unsold items free of charge to citizens who lack purchasing power. And the third one, we think that in this direction, social economy and social enterprises could be very helpful and very useful. And the fifth type or class of proposals or item is what could be called to rebuild social rationality. In the workshop, it was called the planning, but perhaps it's not the planning. It's not planning in the sense that we put aims and objectives, because there is planning in the if we want not to generate waste, there should be planning of aim and objectives. The planning means who plans, most probably. Where is the center of decision taking? If this center is very distant from the people it concerns, most probably it will always produce waste. We have to make centers of decision making nearer to the people that are concerned with the decisions that are taken. For this, we have to improve social bonds, and in order to adequately respond to the social situation we are in, perhaps we need better linking between moral values, knowledge, and power. So we need developing a vision that counteracts the current loss of meaning, because this is waste as well. People need meaning to know where they are going. This is a lose-lose situation for everybody. In this strategy to counteract the current lack of meaning, we need to incorporate the confidence of people that their prospects and hopes for themselves, for their children, and for their significant others. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Surtout parce que la dernière partie de son intervention porte sur quelque chose qui est essentiel pour nous, pour entreprendre la confiance de l'avenir, c'est retrouver le sens. Et je pense qu'avec ces messages, je vais remercier beaucoup les rapporteurs pour le grand travail. Je pense qu'il y a eu une richesse d'idées sur lesquelles je pense nous devons travailler. Et nous allons aussi envoyer la synthèse de toutes ces idées au commissaire Andor, qui nous a demandé de le faire. Et je pense peut-être qu'on pourra contribuer modestement à ouvrir d'autres espaces d'échange et de débat tellement nécessaires pour faire face aux défis de notre société d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup.